j'ai la lourde tâche de passer juste après manger, donc il va falloir que je vous tienne éveillé après cette digestion. Je vais débuter en vous citant un extrait en fait, d'un ouvrage qui me tient à cœur pour introduire un petit peu le témoignage dont je vais vous faire part aujourd'hui. Donc ça s'affiche à l'écran et je vais lire en même temps. Monique et Pascal avaient le même besoin. Elles voulaient savoir si elles étaient atteintes d'un cancer. Elles ont toutes deux passé des tests variés et reçu un diagnostic. La comparaison s'arrête là. Dans le cas de Monique, 17 jours ont séparé la première consultation chez le médecin traitant et le moment du diagnostic, soit l'équivalent de 408 heures. Dans le cas de Pascal, 2 jours ont séparé la première prise de contact avec l'infirmière du service, diagnostic en 1 jour, et le diagnostic. Le processus de diagnostic de Pascal a donc été beaucoup plus rapide que celui de Monique. La différence est-elle importante? Elle est énorme. On va parler de flux. Je suis donc Tom Domecq et je travaille au sein d'une usine SNCF basée sur Rennes. Ma fonction, c'est responsable d'amélioration continue et numérique. Et j'ai choisi cette introduction-là pour, à un moment donné, replacer l'importance du flux pour nos clients et surtout au sein de nos activités. Parce que le numérique, aujourd'hui, comment on le vit, en tout cas comment on l'a vécu au sein de notre établissement, ça a un petit peu chamboulé les usages, les activités, les métiers, et pas forcément de la bonne manière dans certains cas. Pour planter un petit peu le décor et vous expliquer un petit peu dans quel environnement je travaille, donc je travaille au sein d'une usine, une petite usine, on a à peu près 400 personnes. Alors on est spécialisé sur une activité qui est méconnue du grand public au sein de la SNCF, c'est tout simplement la maintenance de pièces qui vont sur nos trains et qui circulent sur le territoire français. On est spécialisé sur Rennes sur tout ce qui est fonction de freinage. Donc toutes les pièces qui sont attraits à la fonction freinage des trains, que ce soit sur des TER ou des TGV. Toutes ces pièces-là, à un moment donné, sont démontées dans le cadre de la maintenance préventive et sont acheminées chez nous, centralisées à Rennes, pour qu'on puisse les réparer et alimenter un volant d'échange pour éviter une rupture sur la supply chain et que nos trains circulent sur le territoire français en toute sécurité. Donc on est soumis à des normes assez drastiques. En termes de traçabilité des pièces, un petit peu à l'instar de l'aéronautique, parce que ne faut pas oublier que nos clients, c'est vous et moi. Quand on prend les trains, on a bien l'intention à un moment donné qu'ils freinent et qu'ils s'arrêtent à la gare. Et c'est en partie grâce aux collaborateurs et collaboratrices de Rennes que c'est possible. On a déménagé d'un ancien site qui était assez historique. On était dans des vieux bâtiments d'avant-guerre, on était tout à côté de la gare de Rennes. En 2015, on a déménagé dans une usine qu'on a conçue autour de nos flux, située à peu près à côté de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande à Rennes. Voilà. Donc c'est une aventure qui a pas mal fédéré les troupes, en tout cas chez nous, une vraie aventure humaine. On est aujourd'hui en 2021, donc on a d'autres histoires à raconter et c'est un petit peu l'objet de mon témoignage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille donc forcément pour SNCF, donc pour nous-mêmes, mais aussi pour une partie de clients externes, sur notamment du matériel périurbain, que ce soit en France ou en Europe, et ça représente à peu près 10% de nos chiffres d'affaires. Donc on est sur des activités où on a des typologies de clients qui sont assez différentes. À peu près 450 pièces par jour qui sortent de chez nous, même si pour vous représenter, c'est effectivement l'image de pièce qui est ici. Donc si vous avez l'imagination, c'est un petit peu comme sur un vélo. Là, on voit les mâchoires en fait, qui sont une capacité de freiner la roue du train. C'est ça qui se passe chez nous. Et on a à peu près une gamme de produits finis qui peuvent sortir de chez nous, une variété à peu près de 2800 références. Donc c'est assez conséquent. Ça correspond au nombre de matériels de trains qui circulent sur le territoire français, qui sont tout aussi différents les uns des autres. Donc, sachant qu'à peu près, la durée de circulation d'un train, c'est 30 ans à peu près. Voilà. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de toutes les pièces et l'usure et l'âge que ça peut avoir chez nous entre le tout nouveau TGV qui circule et la petite locomotive qui fait un trajet touristique très particulier. Voilà pour planter un petit peu le décor. Je vais vous parler d'un projet
Nomi Digiflux, donc on fait partie d'une flotte de 10 technicentres de maintenance industriels qui sont répartis sur le territoire français, et au sein de cette branche matérielle, on a une entité qui s'appelle le programme Usine du Futur, qui porte plusieurs projets, dont Digiflux. C'est le projet dont on va parler aujourd'hui. On est en plein dedans. Donc ça consiste tout simplement à mettre en place, à déployer un WMS, donc un logiciel qui va gérer notamment nos flux logistiques et nos stocks à l'intérieur de l'usine. Et là, on est en plein dans le projet, en fait, parce que du coup, la bascule est prévue le 17 avril. Donc c'est l'effervescence là chez nous en ce moment. On est en 2019, on vient d'apprendre la nouvelle de l'existence de ce projet-là. Et le programme Usine du Futur cherche un établissement pilote. Et chez nous, ça fait un peu, j'imagine un peu la courbe du deuil, comme quand on est face à une randonnée assez longue. C'est la première fois, on voit le haut de la montagne, on sait qu'on a plusieurs jours devant nous, c'est le choc, et là on passe par plusieurs stades. Du déni, de la tristesse, etc., etc. On a eu plusieurs réactions face à ce projet-là, parce qu'on s'est dit, oulala, un projet de cette ampleur-là à déployer sur les usines SNCF, on a encore la mémoire du déploiement de l'ERP il y a quelques années, toutes les perturbations que ça a pu faire et le changement que ça a occasionné, ça a été un état de choc assez, assez représenté. Et c'est les premières réactions en fait, qu'on a eues au sein de l'usine dès qu'on a appris cette nouvelle-là de projet. Donc quand c'était l'appel aux volontaires, on s'est dit, première action, surtout pas nous. Et puis on poursuit un petit peu la courbe du deuil, où à un moment donné, ça a quand même fait l'objet de beaucoup de discussions au sein du comité de direction et dans les équipes de l'usine. Et finalement, on est arrivé à un stade d'acceptation à travers beaucoup de discussions, jusqu'à arriver en se disant, finalement, pourquoi pas transformer ceci en opportunité d'amélioration. Dans le contexte, il ne faut pas oublier qu'en 2015, on venait d'aménager dans un nouvel établissement, donc c'était une grosse transformation pour nous, de tout type, organisationnel, sur les flux, sur nos modes de fonctionnement. Là, on est en 2021, le temps a passé, on a éprouvé notre outil industriel, on a fait des chantiers d'amélioration assez réguliers. Là, c'était finalement l'opportunité de redonner un coup de dynamisme, se reposer des bonnes questions par rapport à finalement ce qu'on avait conçu et construit en 2015 pour cette nouvelle usine, et donc remettre un petit peu tout à plat. Après, un point un petit peu stratégique, c'est que quand on est établissement pilote, on a en face de nous une direction centrale qui a un niveau d'indulgence qui est un petit peu plus élevé. Et surtout, ça nous offre l'opportunité en fait, d'influer sur des standards nationaux qui vont être dictés. Donc là, on s'est dit, il y a une petite carte à jouer, et donc on va la jouer. Donc on a levé la main, et on s'est dit, OK pour Rennes, ça a été accepté, et donc on est devenu établissement pilote, et le projet pouvait se lancer. La démarche de projet engagé, à la base, c'est vraiment un projet de déploiement d'un logiciel. Tout à fait classique. Donc on a fait comme une logique de projet, avec un cadrage, etc. etc. Je ne vais pas parler de chiffres, parce que forcément on n'a pas basculé encore. Donc, je suis incapable de vous dire les résultats. L'objet de mon témoignage, c'est de vous mettre en évidence comment on a pris en charge ce projet-là sur notre usine, et tous les écueils qu'on a pu rencontrer, et du coup qui ont fait nos apprentissages, et comment on a pris finalement ce projet, et qu'est-ce qu'on en a fait, et sur quoi on part. Voilà. C'est vraiment là-dessus que je vais insister sur ma présentation. Donc, du cadrage, de l'existant, de l'analyse, le lancement de la transformation forcément, et qu'est-ce qu'on a prévu pour mesurer concrètement qu'est-ce que ça allait nous rapporter au sein de l'usine. Le cadrage du projet, donc déjà la raison d'être, le pourquoi le programme Usine du Futur a souhaité lancer ce projet-là, Digiflux, au sein des usines SNCF. On est au matériel des usines pour faire des réparations de pièces. Donc on a des volants d'échange. On est sur une supply chain globale qui peut à un moment donné influencer sur le parcours même des trains. C'est-à-dire que si on est en retard sur notre production, le pire qui puisse arriver,
c'est qu'à un moment donné, il y a un train qui attend en gare parce qu'on n'a pas réparé une pièce de frein à temps. Donc l'impact, il est assez majeur. Donc la raison d'être, c'est vraiment d'accélérer ces flux-là au sein des différentes usines et d'avoir une meilleure maîtrise des stocks de manière globale. Comment, donc du coup, en termes d'objectifs, ça va être de fluidifier et d'accélérer des flux de logistique interne à l'usine. On va être sur la réactivité de livraison de la logistique vers la production des pièces. À partir du moment où je lance mon ordre de fabrication, tic-tac, 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 et que ça arrive à temps. On va être sur une fiabilisation et de l'optimisation de nos stocks et de nos approvisionnements. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'on va chercher à améliorer concrètement chez nous. Le périmètre, il va être très, en tout cas dans ce témoignage-là, il va être très centré sur les équipes logistiques. On va aussi parler des effets de bord sur la partie production. Donc indicateur, tout naturellement, ce qu'on est en train de suivre, en tout cas on a fait les états avant, pour pouvoir faire le avant-après une fois qu'on aura basculé, sur les temps de traversée de nos pièces, notamment dès l'arrivée des constituants aux portes de la logistique, donc sortie du camion, jusqu'à c'est prêt à expédier et à être chargé dans le camion pour nos clients. C'est ces temps de traversée-là qu'on va regarder. Les temps de livraison, donc la réactivité qu'on va avoir, logistique-production, le taux de rotation des stocks et le coût forcément associé. Ça, c'est ce qu'on va piloter. Chef de projet, il a accepté que je le cite et ça permet de le valoriser aussi. C'est Ambroise Le Porcher, du coup, qui pilote ce projet-là au sein de l'usine. Et moi, derrière, en fait, j'ai pour rôle de l'accompagner sur l'aspect méthodologique. La sponsor du projet, c'est directement la directrice de l'usine. Voilà. Un petit peu pour expliquer les rôles et responsabilités sur comment on est organisé sur ce projet. Alors, on débute. Par rapport au tout début du projet. On avait forcément charte projet, un plan de communication, comment on allait maîtriser un petit peu tout ce qui allait se passer sur ce projet-là. Et dès les premiers mois, en fait, on a rencontré quelques écueils. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la méfiance sur déjà des informations qui circulaient et qui étaient primordiales pour le projet. Je parle des plannings, je parle des indicateurs choisis et des suivis. Je parle des niveaux d'avancement sur, on est sur le déploiement d'un logiciel, donc il y a des tests à faire, il y a du paramétrage à faire, il y a des formations. Et en fait, dès le début, on a une certaine méfiance sur les informations qui étaient et qui circulaient par rapport au plan de communication initial. Et pour pallier à ça, en fait, on s'est prêté à un exercice qui n'est pas du tout habituel chez nous, en tout cas pas dans le cadre de projet, c'est que, même moi j'étais le premier sceptique, c'est de mettre en place une salle de pilotage de projet avec des rituels qui soient adaptés. Et du coup, c'était l'objet de mettre en évidence de manière très papier-crayon, rouge-vert, les taux d'avancement de où est-ce qu'on était telle ou telle tâche, les plannings, et avec les rituels en face, c'est les métiers associés pour garantir la transparence de l'information. À partir du moment où on a mis en place cette salle-là avec les rituels respectés, ces erreurs de communication et ces méfiances et des points réguliers qui étaient faits, il y a eu une réunion de travail, il faut faire un repoint de bouclage parce que je n'étais pas informé, je n'ai pas confiance en l'information. À partir du moment où on avait mis cette salle en place avec les rituels adaptés, finalement ça a gommé une bonne partie des erreurs de communication qu'on avait pu avoir sur le projet et donc ça a déroulé, quoi. Donc très papier-crayon là-dessus. C'était l'objet de mettre en évidence, de tapisser un petit peu les murs, mais avec le juste nécessaire. Macro-planning, planning à moyen terme, planning court terme, juste avec des post-it, des noms, des échéances, des taux d'avancement, avec un exemple ici, là c'est la liste de tous les standards qu'on a dû créer avec les tests associés et s'assurer que très concrètement, vu qu'on déploie un logiciel qui permet de gérer la logistique et le stock, c'est la palette, elle arrive sur le quai des réceptions, qu'est-ce que je fais? Comment dans le système d'information je dois réagir? Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, avec les interconnexions, avec l'ERP, le MES, etc., etc. Donc ça, c'était le premier apprentissage. Ensuite, on va parler de la cartographie des flux. Et je vais en parler beaucoup, parce que c'est ce qui a constitué finalement l'ADN, le point de départ, et c'est l'encre en fait de ce projet-là. C'est-à-dire que on est là pour déployer un logiciel qui permet de gérer les flux et les stocks.
c'est un logiciel. Et à un moment donné, le numérique, il doit être en apport d'un flux physique. Et on s'est posé la question, avant le lancement officiel du projet, on s'est posé la question déjà d'essayer de comprendre nos flux de l'usine. On avait déjà fait des chantiers Kaizen, des projets, etc. d'amélioration, de temps de traversée. On n'avait pas une vue globale de comment étaient cartographiés nos flux, comment ils fonctionnaient sur la partie physique et sur la partie flux d'information derrière. Donc on a pris du temps, ça a duré à peu près 2-3 mois, avec l'aide de 2 étudiants, donc Thibaut Cadiou et Arthur Boudère, mais pas que. C'est l'ensemble des chefs d'équipe et donc des managers qui ont été impliqués, où en fait on a réalisé ces cartographies de flux, équipe par équipe, famille de produits par famille de produits, pour avoir un état un petit peu de l'existant. C'est ça la colonne vertébrale du projet, parce que tout va s'articuler autour de ces cartographies. Alors on fait un petit zoom, parce que quand on parle de cartographie, vous avez une vue très lointaine. Là, on a fait un zoom très précis sur un extrait de l'une de ces cartographies. Ce que vous voyez en bas, c'est les étapes de flux physique. On va avoir les étapes logiques en haut, et en fait, on a des systèmes de couleurs qui vont représenter soit ce qui se passe dans l'ERP, soit ce qui se passe dans le WMS futur, soit ce qui se passe dans le MES, donc la partie logiciel production. On s'est posé la question déjà, pour faire une cartographie, comment la faire? C'est quoi l'élément de base? Donc on a dit aux portes de la logistique, l'entrée et la sortie, ça c'est déjà le périmètre. Ensuite, on s'est dit il faut quelque chose de primordial, c'est que ça soit fait avec le terrain. Donc on a fait ces cartographies-là avec notamment les chefs d'équipe, mais aussi les agents, pour essayer de retracer un petit peu la réalité de ce qui se faisait en termes d'organisation de flux, que ce soit en logistique ou en production chez nous. Il y a eu un choix à faire, et il n'était pas des moindres, c'est le niveau de détail, jusqu'où on allait. Et ça, on s'est beaucoup posé la question, parce que c'est assez primordial, parce que quand on lance après une histoire de cartographie sur tous les flux de l'usine, c'est pas pour tout refaire, parce qu'on n'est pas allé assez dans le détail ou trop éloigné. Donc on est parti du principe que c'est le flux physique qui doit nous driver. Donc la granularité qu'on a choisie, c'est à partir du moment où la pièce, elle était déplacée, donc d'un établi A, d'une machine A à une machine B. Et c'est ces étapes de flux-là qu'on a choisies. Donc là, par exemple, l'expertise montage, réaliser les essais, il y a une zone d'attente entre les deux. C'est le déplacement des pièces sur lesquelles on s'est finalement basé. Et derrière, on a fait, OK, comment c'est paramétré dans les systèmes d'information, et notamment le nombre de clics et le nombre de saisies de données qu'on demandait à nos agents. C'est comme ça qu'on a fait. Une anecdote. C'est poser la question du logiciel avec lequel on allait faire la cartographie. Soit on se disait, on utilise des logiciels qui sont connus, qui sont spécialisés un petit peu pour faire ce type d'exercice, mais il y en a très peu qui ont accès. Soit on se dit, on choisit un outil que tout le personnel possède. Je le cite, mais je ne citerai pas l'éditeur. On a choisi PowerPoint, parce que 100% du personnel, même l'agent de production, a accès à PowerPoint aujourd'hui. Et le pourquoi on a choisi ça, parce qu'on s'est dit, soit on fait des cartographies qu'on utilise à l'instant T, dans le cadre d'un projet, et après ça reste dans un tiroir et ça ne bouge plus. Soit on voit les choses différemment, on fait des cartographies qu'on va utiliser à partir de maintenant sur toute la vie de l'usine à l'infini. Et dans ces cas-là, il faut qu'on donne l'accès à ces outils, à ces cartographies de manière le plus facilement possible, que ça soit facile à mettre à jour, et surtout qu'on puisse donner la main après ces cartographies-là à destination du chef d'équipe pour qu'il maîtrise lui-même le flux de ses produits au niveau de son équipe. Ça, c'est une cible. On l'a pris comme ça. Donc, un état de l'existant, ça montre un petit peu... donc, on a fait par famille produit, d'accord? Les flux physiques qui sont ici en bas, et le brouillard de système d'information qu'il y a au-dessus. Et là, c'est juste un exemple. C'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut avoir paramétré chez nous.
Et on a découvert plein de choses, et notamment de causes de ralentissement de nos flux à cause du numérique, parce qu'on l'avait fait comme ça en fait. Donc c'était l'objet de se poser les bonnes questions. À partir du moment où on avait l'ensemble des cartographies posées, on a fait un point avec le responsable industriel, supply chain, logistique, production, et on a fait un petit état des lieux, un petit diagnostic. C'est pas que ce que vous avez sous les yeux, c'est un petit peu plus approfondi, mais grosso modo, on s'est posé la question, qu'est-ce qui ralentit aujourd'hui nos flux physiques? En quoi le système d'information il pouvait ralentir des étapes de flux physiques. Et on s'est concentré là-dessus. Et donc on a commencé à dégager des pistes. On a une non-standardisation du paramétrage du MES. Ça a quoi comme effet derrière? On a une variabilité de charge qui est changeante tout au long de l'année. On a un principe de base, c'est d'avoir la notion de petit collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cadré la taille de nos équipes pour qu'elles soient strictement inférieures à 20 personnes. Parce qu'on a prouvé que la taille de nos équipes inférieure à 20 personnes, on assurait un management assez proche du terrain et une maîtrise en fait de nos KPI de performance assez facile. Donc à partir du moment où on a ça, dès qu'on a des fluctuations de charge, on est régulièrement dans l'année en train de faire des transferts de charge d'une équipe à une autre pour assurer une certaine équité et un lissage des charges finalement à gérer d'une équipe à une autre. Quand on fait ça et qu'on n'a pas standardisé un système d'information, on paye des techniciens ou des ingénieurs derrière en paramétrage pour qu'ils modifient tout le système d'information parce qu'on a bougé juste ça à ça. Et là, on a de la perte de temps énorme. Premier point. Second point, ce qu'on a découvert, enfin on le savait, mais là on l'a vraiment précisé, on a vraiment mesuré les impacts, c'est qu'on a des mises à jour toutes les 2 heures par batch de données. Je m'explique en termes concrets. Je suis producteur, je lance mon ordre de fabrication, donc la logique, planification, ordonnancement, demande client qui tire, ok. Je lance mon ordre de fabrication. Je suis sûr et certain déjà que, au pire du pire, la donnée, l'ordre va tomber à la logistique pour me livrer la pièce au bout de 2 heures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des temps, nous, de traverser les pièces, ça peut aller de la demi-heure à 1 à 2 journées. Donc, quand on est sur une maille de 2 heures de mise à jour du système d'information pour gérer ces ordres de commande-là côté logistique, ça a un impact juste énorme sur le temps de traversée de certaines de nos pièces. Donc ça, il fallait absolument qu'on agisse dessus. Ensuite, alors ça, je pense que ça a parlé à beaucoup, en tout cas, on en a parlé sur les présentations précédentes. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de procédure de marge dégradée vis-à-vis de tel ou tel système d'information qui sont attraits à la production. Tout n'était pas couvert. Grosso modo, si une partie du MES plante, je plante une partie de l'usine. J'ai aucun moyen de fonctionner différemment. Donc ça, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire pour robustifier un petit peu nos process là-dessus. Je coupe le courant, comment on fait pour quand même sortir des pièces? C'est un petit peu la caricature, mais c'est ça. Donc ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'on avait une mauvaise connaissance finalement des interfaces entre systèmes d'information. On a des personnes qui sont assez spécialisées sur le MES, des personnes qui connaissent bien le RP, bien le WMS, mais les interfaces qu'il peut y avoir entre les deux, ben finalement c'était assez méconnu. Donc quand notamment il y avait des résolutions de problèmes à gérer sur un flux de pièces, ben finalement on perdait du temps et la résolution de problèmes prenait du temps parce que ben, on n'avait pas forcément les bonnes compétences sur l'interface entre les systèmes d'information. Enfin, et ça c'est le pire du pire, c'est qu'on a observé des écarts entre ce qui se passait sur le terrain, physiquement, et ce qu'on demandait à nos producteurs de renseigner dans les systèmes d'information. Donc, notamment, alors là c'est un exemple de recueil de paramétrage en fait, comment fonctionne notre ERP, notre WMS, etc. C'est comment c'est switché. On a fait un petit laïus là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait par exemple une étape de lavage dans le système d'information qui était carrément ne figurait pas. Donc on avait des écarts finalement entre ce qu'on pouvait voir dans le système d'information et physiquement sur le terrain, bah, des étapes qui étaient soit inexistantes, soit en trop, et on avait un décalage en fait, physique, logique. Ça c'est le pire du pire.
Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, bon, c'est quoi notre idéal? On a gardé notre flux physique, famille de pièces par famille de pièces, et on a regardé la partie système d'information, on a gommé tout. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut idéalement suivre dans nos systèmes d'information? C'est quoi nos indicateurs? Qu'est-ce qu'on veut collecter en données, etc., etc. On fait table rase, et c'est comme si on construisait notre système d'information. Ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident parce qu'on bouge un petit peu les repères des gens, notamment ceux qui sont sur le paramétrage des systèmes. On a du mal à se projeter en fait. Donc quand on a gommé la partie système d'information et qu'on a juste posé la question qu'est-ce qu'il faut qu'on suive concrètement dans le système, là c'était un peu calme plat. Et il a fallu un petit peu être provocateur en se disant concrètement qu'est-ce qu'on a besoin. Donc on a des obligations de traçabilité par rapport à nos pièces vis-à-vis de la sécurité d'exploitation ferroviaire. Ça c'est un prérequis, c'est indispensable. Les couples de serrage, etc. On est obligé, on est sur à un moment donné la fonction freinage des trains. Par contre, sur le pilotage de notre production, pourquoi on veut suivre telle ou telle information, pour maîtriser nos encours, pour piloter un goulet d'étranglement qui est identifié, etc. etc. C'est ça qu'on a caractérisé et on s'est dit, on projette notre flux d'informations cible pour qu'il soit au service du flux physique. Une fois qu'on a dit tout ça, finalement on s'est dit quel est l'impact sur, je reviens des bases, ISO 9001, comment on a cartographié un petit peu nos processus, et on a fait un petit zoom sur le processus logistique industriel. Parce qu'on s'est rendu compte que la mise en œuvre là, de ce qu'on était en train de faire, petit pas par petit pas, on remettait en question pas mal de modes de fonctionnement. Et donc à un moment donné, il fallait un petit peu tout remettre à plat et gagner en cohérence et en fluidité dans notre organisation. Donc là, on est en train de toucher du doigt où la mise en place d'un logiciel, on le concentre sur en quoi il peut servir sur le flux physique et quel est l'impact humain sur l'organisation derrière. On bascule sur cette partie-là. Donc c'est juste un extrait, mais grosso modo on a découpé en format CIPOC, donc toutes les activités logistiques, et derrière, qu'est-ce qu'on pilote en termes d'indicateurs de processus, de résultats, et qu'est-ce qu'on met en place ou pas sur le management visuel, ou qu'est-ce qu'on garde dans les systèmes d'information. C'est tout ce travail-là qu'on a fait. En plus de ça, il a fallu aussi qu'on revoie aussi certaines fiches de poste, parce qu'il y avait des incohérences entre ce qu'on projetait de faire en termes de suivi organisationnel et suivi de flux physique, et notre organisation, ce qu'elle permettait de faire. Donc là, on est en train de tout remettre à plat. Concrètement, c'est ça. Une fois qu'on a travaillé sur le processus, qu'on a découpé en activités, l'un des écueils qu'on rencontre encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas finalisé cette action-là, c'est que côté de production, avoir une adéquation charge-capacité, planifiée, ordonnancée, c'est quelque chose qui est fait depuis des années et des années, qui est assez robuste, mais point de vue logistique, en fait, on n'avait pas forcément de temps associé, de gamme associée de travail. Et ça, c'était un gros point de faiblesse chez nous. Du coup, on a profité de ce projet de déploiement-là pour tout remettre à plat et essayer de cranter sur la standardisation derrière de notre travail. Donc on est parti des activités. Pour chacune de ces activités, il y a une flopée de standards. On va en parler en suivant. Des formations associées avec des veilles de on s'assure que le standard est bien respecté, est-ce qu'il ne faut pas le faire évoluer à partir du terrain. Des mesures de temps associées pour en définir des gammes de travail, avoir des points de repère. Et des matrices de compétences qui sont tout indexées. Donc là, on est sur un maillage vraiment où on part de l'activité métier logistique. Je suis sur la réception du camion. Quelle formation, si on me donne ça comme travail à faire, j'ai une formation associée au poste théorique. J'ai un temps de référence qui m'est donné pour à un moment donné remonter si j'ai des problèmes rencontrés ou pas. Et une matrice des compétences associées qui me projette sur l'avenir en tant qu'agent logistique. C'est ça qu'on essaye de faire pour, au bout du bout, arriver sur une adéquation charge-capacité logistique qui est indexée en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, de la production qu'il y a au fil de l'eau. C'est un exercice chez nous qui est vraiment nouveau en fait. En termes de contexte et de périmètre, je tiens à le signaler parce que côté production, encore une fois, c'était assez robuste. Côté logistique,
Si on avait une production qui montait, la logistique ne montait pas forcément, et donc du coup ça créait des écueils, quoi. Voilà. Là-dessus, déploiement d'un nouveau logiciel, on s'est dit, il faut à un moment donné qu'on en profite pour standardiser un petit peu quelques gestes métiers, quelques activités logistiques. En tout cas, ce qu'on appelle le cyclé, c'est-à-dire ce qui est courant et régulier. Pour ça, on s'est posé la question du coup de standard. C'est quoi un standard? Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, je vous invite à le faire. Vous tapez sur Google définition d'un standard, je ne citerai pas des dictionnaires, mais moi en tout cas ça m'a fait l'effet de je pars en courant et je ne veux pas entendre parler de ça. C'est vraiment pas sexy. Donc on s'est dit déjà si on parle de standard au niveau de nos équipes logistiques, faut qu'on redonne une définition un petit peu plus qui donne envie en tout cas. Voilà. Donc on s'est basé sur la meilleure pratique issue du terrain, déjà. À partir de ça, on s'est dit, on a des standards à écrire. Oui, mais quoi? Parce que des standards, déjà, il y a 10 000 terminologies. Procédure, mode opératoire, protocole. Avec le Covid, en plus, on entend la notion de protocole. Ça dépend des secteurs d'activité. Il y a des termes qui changent suivant les entreprises, les secteurs d'activité. Donc il fallait qu'on se garde un cadre de référence. On a fait un travail avec le pôle qualité, sécurité, environnement commun, où finalement on a défini 4 typologies de standards et à travers les questions-réponses, si vous voulez essayer de casser notre modèle, essayez. Nous on n'a pas réussi, ça marche, c'est universel. 4 typologies de standards, ça marche à tous les coups, c'est ce qu'on a trouvé, ça marche à la fois dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Donc ça part de quoi? Le premier étant des modèles communs et partagés. Modèle de document, par exemple, un compte-rendu de réunion, ça fait partie des standards, mais c'est juste un modèle, il est creux. Ensuite, une fois qu'il y a de l'information dedans, on peut avoir 3 autres typologies. Des procédures, c'est-à-dire qu'on doit séquencer, on doit avoir une liste d'étapes, mais qui implique plusieurs métiers. Et ces métiers-là, ils vont avoir des rôles et responsabilités derrière. Dans ces cas-là, on a une liste d'étapes suivant un logigramme, avec un raci en face qui va dire bah, cette tâche-là, tel métier est responsable, tel métier est valideur, tel métier est informé ou consulté. Ça, c'est une procédure. On est sur une séquence de tâches destinée à un multimétier. Comment on doit fonctionner? Ensuite, quand on rentre dans le détail, de préciser comment on doit faire précisément un travail, on est plus dans l'ordre du mode opératoire. Et là, c'est une séquence de tâches formalisée différemment et un peu plus illustrée avec des imprimés écrans, des photos, etc. pour précisément décrire qu'est-ce qui doit être fait. Ensuite, on est sur quelque chose qui peut être complémentaire avec par exemple une information, une illustration. Je prends l'exemple d'un plan d'évacuation à incendie. C'est un standard, c'est dans cette 3e catégorie-là. On n'est pas dans l'ordre de la procédure ou du mode opératoire, mais c'est une information qu'on doit appliquer. Donc une fois qu'on s'était dit ça, eh bien c'est parti. On a listé, à partir du moment où on était en train de paramétrer le logiciel, on a listé toutes les activités, tous les gestes logistiques qu'on devait faire. Comment on prépare un kit? Comment on prépare les constituants à livrer en production qui sont hors kit? Comment on expédie une pièce? Comment on charge le camion? Comment on décharge le camion? Etc. etc. À partir de ce moment-là, on l'a un petit peu structuré. Vous avez un exemple là sous les yeux, du coup d'un mode opératoire, où à chaque fois, on a mis, et ça c'est un point important, c'est-à-dire que 100% des agents logistiques ont créé avec nous les standards. C'est eux qui nous disaient comment faire avec l'équipe projet, parce que l'équipe projet apportait ses connaissances sur les possibilités du logiciel à déployer, et on avait un métier en face, les agents directement, qui disaient concrètement, entre ce qu'il faut aujourd'hui et ce qui peut être fait dans le logiciel, est-ce que c'était acceptable pour eux et pertinent au point de vue méthodologique. Donc tous les standards, on les a écrits. On avait forcément une personne qui rédigeait. On testait le mode opératoire avec un agent du terrain pour s'assurer que c'était bien compréhensible. On a fait ça pour tous les modes opératoires. On avait une 3e personne pour vérifier l'attendu. Je vous donne un mode opératoire, vous le faites. Est-ce que le produit de sortie de ce mode opératoire, il correspond bien aux attentes? Donc valider. Et ensuite, le dernier point important, et là je vais décoiffer peut-être un petit peu, mais là c'est absolument pas numérique, et je ne veux pas ça. On ne veut pas ça sur le site.
le mode opératoire il doit être papier-crayon au plus proche du terrain de l'opération qui se fait. Le pourquoi d'eux, c'est que c'est un standard, il est fait pour évoluer, et si on veut mettre en place quelque chose qui vive, ben, le papier et le crayon, là en l'occurrence, un petit post-it de l'agent qui a découvert une meilleure pratique pour aller plus vite, un petit post-it sur le mode opératoire qui est présent sur son poste de travail avec un commentaire de sa part en disant bah là j'ai fait ça autrement et du coup je peux gagner du temps, c'est 10 000 fois plus rapide que quelque chose qui est sur une tablette ou sur un ordinateur. Et ça, on a fait ça pour toutes les activités du métier logistique, 100%. Procédure, à peu près pareil, là pour par exemple jouer de processer un petit peu de la sous-traitance partielle entre la production, la logistique, la supply chain, les chargés de clientèle, etc. Là on est sur une séquence de tâches avec rôle et responsabilité en face. Qu'est-ce qu'on demande concrètement à nos agents? On commence à partir sur la transformation. Donc là, au stade du projet, là, concrètement, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de former nos agents sur la base des standards qu'on a écrits. Pas de formation avec du PowerPoint ou du e-learning ou quoi que ce soit. C'est le choix qu'on a fait. On a écrit des standards. C'est ces standards-là, vu qu'on les a fait avec nos agents de logistique notamment et de production, on se base par rapport à ces standards pour former notre personnel. Si on veut prendre un agent de production et le mettre en renfort d'une des équipes logistiques, c'est 10 000 fois plus rapide. On a le standard qui est directement sur le poste. On prend un référent de l'équipe logistique en question. Il est capable en une demi-heure, une heure, suivant la complexité du mode opératoire, de former la personne qui est en renfort. C'est d'une flexibilité déconcertante. C'est ça qu'on vise en fait. Pour ce faire, on a deux environnements sur les formations. Ce qu'on est en train de faire là, on se base par rapport à une image, du coup un environnement recette de l'ERP, du WMS et du MES, où en fait nos agents logistiques, on les forme sur la base de ce qu'on appelle un kit aménagement de secteur. C'est quelque chose qui est à l'échelle Lego et qui est soit en 2D, soit en 3D, pour se représenter. Donc on leur donne le mode opératoire. Ils testent à la fois sur leur device, sur leur soit smartphone, tablette, avec bague douchette au doigt, etc., tout le matériel nécessaire. Mais ils le simulent en fait à la fois dans le système d'information et à la fois en physique, mais en tout petit. Ce qui permet déjà d'appréhender, parce que on passe quand même d'un logiciel A à un logiciel B, donc il y a un changement de paradigme à faire. La mise en place d'un tel logiciel, il faut l'amener petit à petit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première formation en salle assez rapide, et ensuite on va sur le terrain et on pratique réellement, parce qu'on a mis en place là dès à présent, en fait, chez nous, vous pouvez observer la mise en place tout simplement des codes barres, des QR codes, ou ce qui peut être matérialisé concrètement sur le terrain en production en logistique, nécessaire pour tracer le flux de nos pièces, et ce qu'on a décidé via les cartographies. Voilà. Donc en deux étapes. Dans la transformation, un des points qu'on avait identifié, c'était effectivement l'absence sur certains périmètres de marge dégradée. Donc là, on a tout pris en compte. ERP, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus de réseau filaire, les tablettes ne marchent plus, les smartphones ne marchent plus, tous les cas possibles. On a fait toute une liste. On a passé ça dans une matrice de priorisation à un moment donné, surtout la notion de gravité et de probabilité d'apparition. L'apparition d'un bug sur le RP, par exemple, on est face à nous à un très gros éditeur. Il y a des enjeux économiques énormes derrière, on n'est même pas à une panne par an vécue en retour d'expérience. Donc on ne va pas déployer tout un armada de procédures en marge dégradée et définir un plan de continuité de l'activité. On ne va pas y penser des heures parce que la probabilité, justement, elle est très faible. Par contre, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les pannes du MES, les problèmes de connectivité Wi-Fi. Ça, en ce moment, on le vit plusieurs fois par semaine. Donc, il faut absolument qu'on arrive à structurer un petit peu ça. Donc, il y a des résolutions de problèmes qui sont engagées avec les DSI. Mais nous, sur le terrain, si on veut assurer et faire en sorte que le numérique il ne soit pas frein à l'activité, il faut qu'on arrive à déterminer des plans de continuité d'activité qui soient opérationnels. C'est ce qu'on a fait. Et on est en train là de finaliser ce travail-là pour tous les cas possibles en fait, et assurer notamment quand on va basculer le 17 avril là, avec le nouveau logiciel, même s'il y a l'un des cas qui
qui apparaît, en fait, ben, on est capable de quand même sortir des pièces, parce qu'à un moment donné, on a des clients et des trains qui peuvent attendre. Voilà. Ensuite, le tableau est illisible, c'est fait exprès. Côté production, on a beaucoup parlé de la logistique. Côté production, je parlais du nombre de clics, du nombre de données, à un moment donné, le choix qu'on faisait de collecte. Entre avant et ce qu'on souhaite, en fait, on a regardé tout ce qui était paramétré, le nombre de clics qu'on demandait métier par métier. Et on s'est rendu compte, en fait, une petite anecdote, c'est que pour une pièce qui peut avoir un temps de traversée à peu près d'une demi-heure, on avait 10 minutes de collecte de données. Pire que ça, 80% de ces données-là, elles étaient exploitées nulle part. Donc grosso modo, on perdait pour chacune des pièces qu'on faisait, qui étaient assez régulières, énormément de temps à saisir de la donnée pour rien. Donc là, on a tout passé à revue. Comment on a fait? On a fait une matrice produit et on a comptabilisé et on a regardé comment était paramétré de manière détaillée le MES en question, le nombre de clics, est-ce que c'était utile et primordial ou pas, et du coup, qu'est-ce qui était nécessaire de faire pour revoir tout le paramétrage par rapport aux cartographies qu'on a fait précédemment, cible. Ça, c'est un travail, du coup, l'analyse est faite, on lance concrètement ce travail de refonte dans un mois. Donc là, on va grosso modo prendre le MES, on fait un petit bâton de dynamite, et puis on se repose les bonnes questions pour qu'il soit plus en corrélation avec le flux physique, et surtout qu'il puisse le faciliter en termes de pilotage et de suivi des encours de production et de vitesse du flux. C'est ça qu'on fait. Enfin, c'est ce qui est prévu. Pour contrôler les résultats, donc on va, je répète, voir la notion de temps de traversée avant-après, les délais de livraison. Un point important, c'est que déploiement du logiciel, certes, là on met un certain nombre d'énergie à faire en œuvre, plusieurs métiers, des entités nationales qui nous aident, des sociétés extérieures. Il faut à un moment donné qu'on se dise, par rapport aux gains qui sont là, c'est le retour sur investissement du projet. Quel est le timing? Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Parce que derrière, on est établissement pilote et il y a 9 usines derrière nous qui vont être déployées. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à justifier un petit peu et rendre des comptes sur comment on a abordé le projet. Et enfin, les valeurs de stock. Sur la partie pérennisation, on est sur des matrices de compétences, puisqu'on est en train d'intégrer la partie système d'information dans la matrice de compétences des différentes équipes et services. Ça, c'est un point important pour assurer notamment la maîtrise des compétences associées au système d'information. Je prends une caricature, hein, quelqu'un qui a fait un fichier Excel un jour, un monstre, avec plein de code, etc. Et puis cette personne, elle est partie, et puis le fichier Excel en question, il est plus maîtrisé. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil, mais à l'instar de la connaissance des interfaces entre systèmes d'information. Donc, il faut absolument qu'on arrive à maîtriser, à juguler cette perte d'information. Les cartographies du système d'information, on a prévu de l'inclure dans les revues de processus pour en assurer la maîtrise, notamment sur les marges dégradées, la couverture. Planning de test en marge dégradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de planifier, comme un exercice incendie, on prévoit un plan de test de nos marges dégradées. On va simuler plus de Wi-Fi, on a rédigé une procédure en marge dégradée, ben on va la tester régulièrement pour faire en sorte que si on a une crise, quelle que soit la partie du système d'information, ben ça ne freine pas ou ça freine moins le flux physique. On arrive à continuer à sortir des pièces. Standard métier et les gammes logistiques. C'est grosso modo ce qui va permettre de cranter un petit peu dans notre organisation. Donc grosso modo, quand on fait un petit peu le récap de ce que je vous ai présenté là et puis le témoignage, tout n'est pas fait. On a un point d'étape. Hein. Par contre, tout est enclenché dans ce que je viens de vous présenter. On a pris un projet de déploiement et on ne s'est pas dit juste « oulala, arriver d'un nouveau logiciel logistique » et puis on le déploie et c'est tout. Finalement, dans ce qu'on a fait petit pas par petit pas, on en a profité pour faire une transformation finalement complète de comment on voyait les choses en termes de flux. Et c'est ça qui me paraissait important de porter à votre connaissance, c'est qu'on est vraiment parti d'un projet de déploiement à une transformation complète de nos flux logiques et physiques.
On a beaucoup appris, quel que soit le métier, grâce à nos cartographies de flux. Demain, comment on envisage les choses, c'est que s'il y a un problème de flux, de vitesse de flux, de production qui n'est pas au rendez-vous, de paramétrage, de système d'information, on a des cartographies qui permettent juste en un seul document de mettre toutes les personnes, quel que soit le métier, supply chain, méthode, logistique, production, autour d'un même document qui montre les interfaces qu'il peut y avoir entre les différents métiers. Un seul document. C'est la force un petit peu de ce qu'on a, et c'est un petit peu ce qu'on souhaite, c'est que finalement on arrive à mettre en place un apprentissage autonome par rapport à nos flux grâce à ces cartographies. Enfin, on a eu la chance d'avoir une entité nationale qui était relativement à notre écoute, parce que finalement, eux, ils étaient objectivés sur on déploie un logiciel. Là, ils nous ont quand même laissé transformer un petit peu ce projet-là en un périmètre beaucoup plus large, parce que finalement, on est allé bien au-delà de ce qu'ils demandaient. Ils étaient assez à notre écoute, et notamment, on va avoir un retour d'expérience qu'on formalise petit à petit, qui va servir aux 9 autres usines. En termes de benchmark, ça va être plutôt pas mal, j'espère. En tout cas, il ne faut pas qu'on se plante sur la bascule du 17 avril. Ce serait quand même dommage. Mais ça va être quelque chose, ça va être un bel enseignement, en tout cas, sur les autres usines. Et ce qu'on a martelé tout au long du projet, c'est le flux physique, le flux physique, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs, parce que finalement, on se rend compte qu'on méconnaît les tenants, les aboutissants d'étapes de flux, quels que soient les métiers. Et on a fait un réel apprentissage, une aventure humaine autour de nos flux qui est vraiment multimétier au sein de l'usine. Enfin, ce que j'en retiens en tout cas de ce travail-là, c'est ça. C'est l'aventure humaine et l'apprentissage qu'on a fait avec ce travail. Voilà, je vous remercie. Et puis, open bar pour les questions. Après manger, je suis tout oui.